Bonjour et bienvenue au webinaire Étudier le marché pour mieux s'y implanter. Présentation du réseau des massothérapeutes professionnels du Québec avec Caroline Plante de l'Institut CARA qui se joint à nous. Caroline va nous parler de l'étude de marché en contexte de massothérapie. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la plateforme, vous avez une boîte de chat, donc une boîte de clavardage où vous pouvez venir me poser vos questions si jamais vous avez une question technique ou vous avez des questions pour la présentation. Les questions qui seront posées durant la présentation, je les prendrai en note pour pouvoir les garder pour la période de questions allouée à la fin du webinaire. Donc, la période de questions va durer environ de 10 à 15 minutes. Donc, je vous ferai un rappel lors de la période de questions pour que vous puissiez nous envoyer vos questionnements. Donc, s'il y en a pour qui, justement, il y a quoi que ce soit, boîte de chat. Vous avez également des documents disponibles. Donc, il y a un journal d'apprentissage que Caroline vous fournit. Donc, pour ce qui est de votre apprentissage, en fait, là, un journal qui va vous permettre autant études de marché, plan marketing, etc. Donc, pour ceux qui étaient là au premier webinaire, vous l'avez peut-être déjà en main. Vous n'avez peut-être pas besoin de le refaire. Sinon, on vous enverra, je vous avertis déjà, mais pour ceux qui sont inscrits, qui sont présents, on vous enverra le PDF aussi de la présentation par courriel par la suite. Donc, inquiétez-vous pas, toutes les informations que vous allez voir à l'écran, vous allez pouvoir les avoir après. Donc, je vais tout simplement laisser la parole à Caroline qui va pouvoir commencer cette présentation. Bonne écoute. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est ensemble pour parler d'études de marché, pour parler de comment est-ce qu'on fait ça, qu'est-ce que la réflexion qui vient autour de l'étude de marché dans le domaine de la massothérapie au Québec. Donc, aujourd'hui, avant de commencer, c'est bien important pour moi de faire un petit message. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport à la conformité déontologique de votre étude de marché, c'est au RNPQ directement qu'il faut vous renseigner. Ce sont eux qui sont là pour vous répondre à vos questions par rapport à la mise en application de votre code de déontologie. Et si vous avez des questions par rapport aux aspects légaux de l'entreprise, vous devez consulter un avocat. Ce sont eux qui sont là pour répondre aux questions en lien avec les aspects légaux de l'entreprise. Donc, comme je me suis présentée déjà dans notre petite entrevue avec Patricia, mon nom est Caroline Plante. Je suis la fondatrice de l'Institut CARA, qui est une entreprise qui offre la formation dans le domaine de l'entrepreneuriat et plus spécifiquement en contexte déontologique et éthique. Donc, nous, ce qu'on fait, on se spécialise dans l'étude de l'impact de la déontologie à travers le modèle d'affaires, à travers le développement d'une entreprise. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on va parler d'études de marché, mais qu'on va aussi parler d'études de marché spécifiques à la réalité des membres du réseau des massothérapeutes. Donc, aujourd'hui, nos objectifs, on va vraiment parler de réalisation de l'étude de marché dans le domaine de la massothérapie. Plus précisément, on va parler de méthodologie de recherche. Comment est-ce qu'on conçoit une étude de marché? Comment est-ce qu'on conçoit nos réflexions par rapport à l'étude de marché? Et on va parler aussi de comment est-ce qu'on améliore son positionnement stratégique pour optimiser la croissance de son entreprise. Donc, concrètement, on va discuter des étapes d'élaboration d'une étude de marché. Ensuite de ça, on va juger des différents avantages, des limites de l'utilisation des données primaires et secondaires. Et finalement, on va aussi se questionner à savoir mais comment est-ce qu'on applique toutes ces notions-là qu'on a vues ensemble dans le cadre de votre propre étude de marché, concrètement, par où on part. Comment ça va se dérouler aujourd'hui? On commence à parler d'objectifs de recherche. Ensuite de ça, on va s'intéresser à la réalisation de sa collecte de données. Donc, qu'est-ce qu'il y a des données secondaires? Qu'est-ce qu'il y a des données primaires? Qu'est-ce qu'on doit regarder? Lesquelles est-ce qu'on doit sélectionner? On va vous donner aussi des banques de données avec lesquelles vous pouvez travailler, avec lesquelles vous pouvez être en confiance pour réaliser vos études de marché. Et ensuite de ça, on va parler de positionnement stratégique. Donc, qu'est-ce qu'un positionnement stratégique? Comment est-ce qu'on le développe et surtout, comment est-ce qu'on va le tester? Et finalement, on va conclure avec une période de questions à 12h45.
Donc, comme Patricia l'a déjà dit, vous avez accès à un journal d'apprentissage qui vous est remis si vous êtes présent aujourd'hui en live avec nous. Ce journal-là, qu'est-ce qu'il comprend? C'est des pistes de réflexion, des pistes de questionnement et des ressources gratuites sur le web qui peuvent vous aider dans le démarrage de votre entreprise. Donc, si à la fin de ce webinaire-ci, vous vous dites encore, mais par où est-ce que je dois partir? C'est pas encore assez clair pour moi. Prenez le temps d'aller voir le journal d'apprentissage. C'est là pour ça. Il va pouvoir vous aider, vous guider dans vos démarches et vous donner des ressources pertinentes pour vous aider. Donc, on parle tout. Qu'est-ce qu'une étude de marché? Une étude de marché, c'est l'analyse du marché, c'est l'analyse de l'environnement dans lequel votre entreprise évolue. Donc, quand on fait une étude de marché, on s'intéresse, oui, aux clients, mais on s'intéresse aussi aux concurrents et on s'intéresse aussi aux tendances, aux différents facteurs qui vont faire en sorte que le marché va évoluer, qui vont créer la dynamique du marché dans lequel vous évoluez. Donc, une étude de marché, il faut la faire lorsqu'on a des nouvelles idées, lorsqu'on veut mieux comprendre l'environnement dans lequel on veut évoluer. Et ce que ça va faire en sorte, ça va faire que vous allez avoir une meilleure compréhension, vous allez être capable de développer des stratégies, que ce soit des stratégies publicitaires, des stratégies en lien avec la gestion des opérations, avec le choix de vos ressources humaines. Bref, toutes vos stratégies vont être faites en sorte qu'on va avoir une meilleure cohérence avec le marché que vous comptez desservir. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne la dynamique d'un marché? On commence un marché, on construit un marché avec une demande et une offre. Donc, actuellement, dans le marché que vous desservez ou que vous comptez desservir, il y a des clients avec différents besoins, avec différentes douleurs, différentes visions, différents centres d'intérêt et il y a des concurrents, il y a des thérapeutes, que ce soit des massothérapeutes ou d'autres types de thérapeutes, qui sont là, eux aussi, pour desservir les besoins, les douleurs de la clientèle que vous comptez cibler. Donc, concrètement, comment ça se reflète, la dynamique du marché? C'est que ces clients-là, avant même que vous rentriez dans le marché ou même si vous êtes déjà actif dans le marché, donc si vous êtes déjà en affaires, ces clients-là font affaire avec différents thérapeutes, font affaire avec différents services pour les aider à solutionner leurs problèmes. Par contre, ce à quoi on va s'intéresser plus précisément dans le cadre de l'étude de marché, c'est à savoir lesquels de ces clients-là sont réellement satisfaits des services qu'ils ont accès actuellement et quels sont ceux qui sont contents, satisfaits, mais pas trop fidèles ou insatisfaits ou même qui font pas encore affaire avec des thérapeutes et qui devraient faire affaire avec des thérapeutes. Donc, ce qu'on va essayer d'aller mesurer, c'est dans cette dynamique-là, où sont les besoins, qui sont les gens qui sont mal desservis ou qui sont les gens qui sont pas entièrement satisfaits de la dynamique actuelle et des services qui sont rendus. Et on va essayer de comprendre, bien, ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut leur donner, qu'est-ce qu'ils recherchent qu'ils n'ont pas encore dans le marché pour essayer par après de le développer et donc de développer nos stratégies d'affaires par rapport à ça. Donc, la première étape pour démarrer une étude de marché, donc à ceux qui se questionnent après ce webinaire-ci, qu'est-ce que je fais, par où est-ce que je pars? Vous commencez par définir vos objectifs de recherche. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de définir des objectifs de recherche? Ça veut dire qu'il vous faut vous interroger à savoir qu'est-ce que vous voulez démontrer, qu'est-ce que vous voulez trouver, quelles sont les informations que vous voulez aller chercher et surtout qu'est-ce que vous voulez comprendre à travers votre étude de marché, pourquoi est-ce que vous le faites. Ce que ça va vous permettre de faire, ça va faciliter de un, vos recherches et de deux, la sélection des données. Parce que ça va vous donner un fil conducteur, ça va vous donner un fil d'Ariane pour développer votre étude de marché. Et donc, ça va vous garder dans un cadre pour faciliter, un, vos recherches et deux, minimiser le temps que vous allez passer à faire vos recherches. Donc, côté objectif de recherche, à quoi ça ressemble? Normalement, on va avoir 3 types d'objectifs. On va avoir un premier objectif par rapport à l'étude de la clientèle cible. Donc, on va s'intéresser à savoir qui sont mes clients cibles, qu'est-ce qu'ils veulent, quels sont leurs besoins, où est-ce qu'ils se situent. Bref, toutes ces questions-là, on va se les poser par rapport à notre objectif sur la clientèle cible. Ensuite de ça, notre deuxième objectif va être par rapport à l'étude de la concurrence. Donc, on va se questionner par rapport aux professionnels, donc aux autres thérapeutes, mais aussi aux produits qui peuvent former notre concurrence.
Et finalement, le troisième type d'objectif qu'on va se fixer, c'est par rapport à l'analyse de l'environnement interne et externe de notre entreprise. Bref, on va se demander quelle est la dynamique globale du marché qu'on vise. Donc, concrètement, quelles sont les tendances, quelles sont les différentes variables? Est-ce qu'il y a des aspects par rapport au côté économique, politique, légal, par rapport à l'accès à la massothérapie? Bref, quels sont les facteurs qui peuvent favoriser votre croissance ou qui peuvent devenir des menaces à la réussite de votre entreprise? Ce sont les 3 catégories d'objectifs. Donc, lorsqu'on parle du premier catégorie d'objectifs, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut définir les segments de marché que l'on veut desservir. Donc, premier apprentissage à faire ici et à retenir, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, en tant que massothérapeute, il vous faut desservir une niche, il vous faut vous spécialiser dans les besoins particuliers d'une niche. Est-ce que nécessairement le fait de se spécialiser pour certains clients veut dire que vous devez vous devez réaliser de la formation ou aller chercher une technique de massothérapie particulière? Non. Mais ça veut dire que vous devez développer des services en à côté, vous devez développer vos propres services, vous déplacer, bref, avoir des caractéristiques qui vous permettent de répondre davantage et d'une manière pratiquement parfaite aux besoins d'une clientèle bien précise. C'est ce que ça veut dire se spécialiser, c'est ce que ça veut dire développer des segments de marché, développer une niche. Et donc, concrètement, comment ça va se développer? Comment est-ce que ça va se synthétiser dans l'étude de marché, dans votre plan d'affaires? Ça va se synthétiser par ce qu'on appelle un persona marketing, qui va être une technique qu'on va voir un petit peu plus loin pour illustrer, en fait, qui sont vos clients cibles et donc ils vont vous permettre de mettre un visage sur ces gens-là, de bien comprendre quels sont leurs besoins et donc ils vont faciliter après ça la création de messages publicitaires, de contenus à publiciser et qui vont vous permettre vraiment d'avoir une vue d'ensemble de qui sont les gens à qui vous vous adressez. Donc, dans cette partie-là, la question à laquelle on veut répondre, c'est parmi tous les clients qui sont actifs et inactifs sur le marché. Donc, les gens qui consomment actuellement des services de massothérapie ou des services de type similaire et les gens qui ne les consomment pas. Qui sont vos clients cibles? Parce qu'on peut chercher aussi à atteindre des gens qui actuellement ne sont pas qui connaissent pas encore le domaine de la massothérapie ou qui font pas affaire avec des massothérapeutes. Ce sont aussi des clients potentiels, même s'ils ne sont pas actifs actuellement sur le marché. Et concrètement, dans nos recherches, quel type de variables, quel type de données, quel type de sujets, de thématiques on va aller chercher? On va s'intéresser aux besoins de ces gens-là. On va s'intéresser aux douleurs qu'ils ressentent à leur localisation géographique, bien évidemment, aux revenus qu'ils ont de disponibles, personnalité, leur centre d'intérêt, leurs inquiétudes, objectifs de vie, mode de vie, bref, tout ce qui peut vous permettre de catégoriser, de mieux comprendre le centre d'intérêt, leurs besoins bien particuliers à ces gens-là avec qui vous voulez précisément faire affaire. Ce sont des variables qui sont pertinentes pour vous. Ce sont des variables que vous devez retrouver dans votre étude de marché pour être capable de vous appuyer sur ces données-là pour vos réflexions. Donc, on passe au persona marketing. Concrètement, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est ce qui devrait se retrouver au sein de votre étude de marché, appuyé évidemment par vos réflexions, par vos recherches que vous avez faites précédemment. Mais ce qu'on cherche à compléter, en fait, c'est vraiment une fiche qui va décrire un personnage cible. Ici, j'ai décrit en fait la jeune maman ou du moins la femme enceinte. Et donc, je ne passerai pas avec vous tous les détails, on ne lira pas ensemble. Par contre, vous allez le recevoir par courriel pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, vous allez pouvoir prendre le temps de le lire. Mais notre personnage ici on voit déjà, ça parle d'une jeune mère, ça parle d'une femme enceinte. Et donc, on s'attend à un professionnel nécessairement de la santé ou de la massothérapie qui va s'intéresser à la massothérapie familiale, à la massothérapie en lien avec la naissance, la maternité. On s'attend déjà à ça en voyant le personnage. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on bâtit un personnage marketing? On va commencer bien évidemment par faire nos recherches. Donc, comprendre à qui est-ce qu'on veut s'intéresser, à qui est-ce qu'on s'intéresse et nécessairement, qu'est-ce que ces gens-là veulent? Qu'est-ce que ces gens-là ont besoin qui n'est pas encore desservi sur le marché? Et une fois qu'on a réalisé nos réflexions, on va être capable de synthétiser. Donc, on va commencer par prendre une
image libre de droit d'auteur ou une image dont vous possédez les droits et vous allez illustrer qui est cette personne. Vous allez lui donner un visage, vous allez lui donner un contexte, bref, vous allez lui faire prendre vie à votre client cible. Ensuite de ça, vous allez lui donner un nom, un âge, vous allez lui donner des caractéristiques qui vont le rendre vivant et qui vont démontrer déjà qui il est un petit peu plus en détail. Et ensuite de ça, on va travailler avec, premièrement, les services spécifiques. Donc, qu'est-ce qu'ils recherchent spécifiquement de vos services? Quelles sont les caractéristiques qui sont les plus pertinentes pour vous? Vous allez les mettre de l'avant. Et finalement, vous allez créer un petit texte ou un plus long, selon ce que vous préférez, pour mettre un petit peu de gras autour de l'os et vous intéresser plus profondément à qu'est-ce qu'elles veulent, ces clientes-là ou ces clients-là, qu'est-ce qu'ils désirent. Et après ça, ça va vous permettre nécessairement de mieux comprendre l'environnement dans lequel ils évoluent et donc de répondre à un besoin plus large que simplement la douleur ou le besoin typique de la massothérapie. Ça va vous permettre de développer un service qui va prendre en compte tout l'environnement d'évolution du client. C'est ce que c'est le personal marketing. Ça démontre que vous avez fait une étude complète, une réflexion poussée qui va au-delà de simplement les besoins en lien avec la massothérapie par rapport aux clients que vous avez ciblés. Deuxième objectif ou deuxième catégorie d'objectifs, c'est de comprendre la concurrence. Donc là, à ce moment-ci, dans votre étude de marché, vous avez déjà fait vos recherches avec des données primaires et secondaires par rapport à vos clients. Donc, vous avez compris qui sont vos clients, premièrement, que vous voulez viser, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils désirent, quels sont leurs besoins et leurs douleurs. Maintenant, on va s'intéresser à savoir qui sont vos concurrents. Et là, vos concurrents, ce ne sont pas nécessairement tous les massothérapeutes ou tous les autres thérapeutes au Québec ou dans votre région. Ce sont les gens dans votre région qui s'adressent directement aux mêmes clients que vous. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on va s'intéresser et qu'on va les traiter de concurrents. Donc, étude de la concurrence, on va parler des concurrents directs et des concurrents indirects. Les concurrents directs en massothérapie, qu'est-ce que c'est? Ce sont les autres massothérapeutes qui s'intéressent à la même clientèle que vous, dans la même région que vous. Et ce sont aussi les thérapeutes, donc pas nécessairement des massothérapeutes, mais d'autres types de thérapeutes qui peuvent offrir des services qui vont pallier aux mêmes besoins, aux mêmes douleurs, qui vont desservir le même marché, les mêmes clients que vous, encore une fois. Pour ce qui est des concurrents indirects, qu'est-ce que c'est? Les concurrents indirects, ce sont des produits ou ce sont des services très différents de la thérapie, de la massothérapie, qui peuvent aussi venir pallier aux douleurs ressenties, aux besoins ressentis par votre clientèle. Donc, on pense par exemple à une journée au spa. On peut parler, par exemple, de médication. On peut parler de différents traitements. Bref, on va s'intéresser à qu'est-ce que les clients que vous ciblez font pour soulager leur douleur ou pour soulager leurs besoins, autre que de faire affaire avec un thérapeute, avec un massothérapeute, et c'est ça, vos concurrents indirects. Comment est-ce que concrètement on va traduire ça dans une étude de marché? On va créer une fiche d'analyse pour les concurrents, une fiche d'analyse par concurrent. On va le voir un petit peu plus loin comment ça s'illustre. La fiche d'analyse, qu'est-ce qu'elle va vous permettre de faire? Elle va vous permettre de catégoriser et d'évaluer votre clientèle selon différents critères que vous-même, vous allez avoir fixés auparavant. Donc, pour ce faire, la question, bien évidemment, qu'on va se poser, c'est qui sont les professionnels ou les produits, donc les services ou les produits, qui forment ma concurrence dans ma région. Et les informations qu'on va rechercher, ça va être évidemment des informations par rapport à notre concurrence. Donc, on va s'intéresser à savoir c'est quoi leur valeur distinctive. Donc, qu'est-ce que ces gens-là font qui fait en sorte que nos clients, que les clients que je veux, vont voir ces gens-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces gens-là se spécialisent, sont spéciales, excellent dans quel domaine? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Et par la suite, on va s'intéresser aussi à la qualité des services qui sont rendus, à la fidélité de leur clientèle. On va s'intéresser aux honoraires qu'ils vont demander. On va regarder un petit peu quelles sont leurs forces, quelles sont leurs faiblesses. Et on va aussi s'intéresser aux différentes stratégies publicitaires. Donc, quel est le message de ces gens-là? Quelles sont leurs stratégies? Qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant comme message, comme outil, comme contenu pour atteindre vos clients cibles?
Donc, une fiche d'analyse, concrètement, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à peu près à ça. Donc, il vous faut noter le nom du concurrent, il vous faut noter ses coordonnées, et après ça, ça va être à vous de définir selon quels critères vous voulez évaluer chacun de vos concurrents. Donc, c'est important de garder les mêmes critères pour tous les concurrents afin d'être capable, après ça, de les comparer, de les classifier. Bref, ça va être important pour vous de définir tous les critères selon lesquels vous voulez évaluer votre concurrence. Et après ça, vous allez pouvoir tirer une conclusion sur chaque concurrent, sur ses forces, ses faiblesses, qu'est-ce que vous devez faire pour vous différencier de ceux-ci. Bref, ça va être vraiment un outil pour mapper, pour catégoriser les différences entre vos concurrents, pour mieux comprendre un petit peu c'est quoi leur stratégie d'affaires à chacun. Évidemment, trouver de l'information sur la concurrence quand on est en contexte de PME, quand on est entrepreneur, c'est pas toujours facile parce que bon, ce sont des entreprises privées, ce sont des gens qui ne sont pas nécessairement obligés de divulguer de l'information par rapport à leur entreprise. Mais concrètement, vous pouvez aller voir des informations comme la fidélité sur les réseaux sociaux. Bref, est-ce que les gens réagissent aux publications qui sont faites sur les réseaux sociaux par la personne? Est-ce qu'il y a un site web? Est-ce que le site web est à jour? Est-ce qu'il y a un blog? Est-ce que le blog est tenu à jour lui aussi? Est-ce qu'il y a des publications fréquentes? Quels sont le type de publications qui sont publiées tant sur les réseaux sociaux que sur le blog? Vous pouvez prendre le temps, prendre un appel, tenter de contacter par courriel, voyez le temps que ça prend pour avoir une réponse. Voyez le type de réponse que vous avez. Est-ce que la personne prend le temps de vous expliquer c'est quoi la massothérapie? Bref, faites-vous passer pour un client mystère. Analysez les résultats, disons, marketing que vous pouvez trouver en ligne ou en personne. Et ça va vous donner déjà beaucoup d'informations, beaucoup plus qu'on pourrait le penser en premier lieu, sur la stratégie publicitaire, sur le fonctionnement de l'entreprise d'un concurrent. Troisième catégorie d'objectifs, lorsqu'on monte une étude de marché. Donc, premièrement, on a monté notre analyse par rapport à nos clients cibles. Donc, on s'est intéressé à savoir qui je veux cibler et concrètement de quoi ils ont besoin, qu'est-ce que je peux faire pour être le meilleur pour ces gens-là, pour répondre à la totalité de leurs besoins. Ensuite de ça, on s'est intéressé à savoir les concurrents qui visent actuellement ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont, quelles sont leurs stratégies, comment est-ce qu'ils évoluent eux-mêmes dans le marché. Et maintenant, on est rendu à comprendre quel est l'environnement qui entoure ces gens-là. Donc, quelles sont les forces, les tendances qui évoluent et au sein desquelles les clients et les concurrents évoluent. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va créer? On va créer une analyse de type FFOM. On va en parler un petit peu plus loin, mais ce type d'analyse-là va vous permettre de synthétiser ou du moins de catégoriser toute l'information que vous allez avoir recueillie jusqu'à présent dans l'étude de marché et ça va être plus ou moins la conclusion de votre étude de marché. Pour ce faire, on va se poser la question, mais quelle est la dynamique globale du marché? Donc, maintenant qu'on a évalué les individus, concurrence et clients, on va s'intéresser globalement autour de tout ça. Comment est-ce que ça évolue et moi, comment je me positionne aussi par rapport à tout ça? Parce que là, on a pris vraiment une position de recul. On s'est intéressé à quelle est la dynamique, mais maintenant, il faut se dire aussi, moi, de quel pied je vais avancer, quelle va être ma stratégie pour me retrouver à travers tout ça. Donc, les informations qu'on va rechercher par rapport à ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est à vous de trouver celles qui sont les plus pertinentes pour vous. Et on va parler, par exemple, des nouvelles tendances au sein de la massothérapie. On va parler des tendances au sein du marché de l'emploi, la déontologie qui est applicable parce que vous, en tant que membre du réseau, vous avez une déontologie qui s'applique que quelqu'un qui n'est pas membre du réseau n'a pas à appliquer. Donc, ça, c'est un facteur à prendre en compte. Vous avez on est dans un cycle économique, on a des différents développements technologiques qui peuvent vous aider ou qui peuvent potentiellement aussi vous nuire et devenir une concurrence. Donc, ce sont des nombreux facteurs que vous devez évaluer, que vous devez prendre conscience pour comprendre un petit peu quelles sont les différentes dynamiques, quels sont les différents éléments que vous devrez prévoir pour transformer en opportunité ou qui pourraient aussi nuire à votre entreprise. Donc, concrètement, une analyse FFOM. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? On va en parler. Je vais vous expliquer grosso modo comment tout ça fonctionne, à quoi ça sert. Par contre, si vous voulez en développer une vous-même, je mets de l'avant, prenez le temps d'aller sur le web, d'ouvrir un surfeur,
et de chercher c'est quoi une analyse FFOM. Il y a de nombreux modèles disponibles en ligne. Il y a des guides gratuits de qualité pour vraiment vous accompagner étape par étape pour développer un tel type d'analyse. Et ça peut vraiment vous aider à approfondir l'analyse, à approfondir votre synthèse qui va venir regrouper, en fin de compte, toute l'information que vous allez avoir trouvée dans l'étude de marché. Donc, aujourd'hui, on va en parler. Je vais vous présenter un petit peu c'est quoi, comment ça fonctionne. Mais si vous voulez vraiment réaliser une analyse FOM, prenez le temps d'aller voir en ligne les modèles, les nombreux exemples, les guides qui existent. Ça va vous aider énormément. Donc, l'analyse FFOM, comment ça fonctionne? FFOM tient pour force, faiblesse, opportunité et menace. Donc, le cadran est divisé en deux selon la ligne rouge, comme vous voyez, en deux axes. Au niveau supérieur, on a la partie interne de l'analyse. Donc, sur ce point-là, ce que vous allez développer, c'est en fait vos forces. Donc, vous allez synthétiser quelles sont les forces de votre entreprise par rapport au marché. Et de l'autre côté, vous allez développer quelles sont les faiblesses de votre entreprise par rapport au marché. Donc, va rentrer en compte vos recherches par rapport à votre clientèle. Donc, quelles sont les forces que vous avez qui répondent particulièrement bien aux besoins de votre clientèle. Et vous allez aussi prendre l'analyse de vos concurrents en vous disant, mais quelles sont les faiblesses? Qu'est-ce que moi, je fais de moins bien? Ou avec quoi j'ai le plus de difficultés? Avec quoi j'ai le moins de pratique, le moins d'expertise que ma concurrence? Et c'est important, oui, de définir ses forces, parce que ces forces, vos forces, à ce point-ci, vont devenir votre message publicitaire que vous allez développer par la suite, vont devenir les aspects que vous allez vouloir mettre de l'avant auprès de votre clientèle. Et c'est aussi important de définir vos faiblesses, parce que ça va vous permettre de travailler sur ces faiblesses-là. Ça va vous permettre de bâtir des stratégies pour dire comment est-ce que je peux pallier à ces faiblesses-là par mes forces ou par de nouvelles ressources que je vais devoir ajouter à mon entreprise. Donc, le côté interne va vraiment nous permettre de dire, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, quels sont mes outils, mais quels sont aussi peut-être mes boulets, quelles sont les forces et les faiblesses que j'ai par rapport à tout le marché pour évoluer dans cette dynamique-là, dans ce tourbillon-là d'évolution. Ensuite de ça, si on descend l'axe du bas, on va parler de l'aspect externe du marché. Donc, on va s'intéresser à quels sont les facteurs, les éléments dans mon marché qui, pour moi, sont des opportunités à saisir et lesquels aussi sont des menaces pour la réussite de mon entreprise. Donc, un petit peu comme le force-faiblesse au niveau supérieur. Au niveau inférieur, on va s'intéresser à ce qu'on a fait tantôt, l'analyse externe, donc les tendances, les nouveaux développements technologiques, que ce soit le cycle économique, votre code de déontologie, qu'est-ce qui pour vous est une opportunité à saisir? Qu'est-ce qui pour vous va être un levier, un tremplin de succès? Donc, est-ce que vous avez, par exemple, une spécialisation ou une formation bien spécifique dans un type de massothérapie qui est en croissance, en popularité? Est-ce que pour vous, votre code de déontologie, c'est quelque chose à mettre de l'avant? Est-ce que le cycle économique, est-ce que dans votre région, il y a un développement économique quelconque qui fait en sorte que vous pourriez transformer cette opportunité-là en levier pour réussir? Et d'un autre côté, on va s'intéresser aux menaces. Donc, à savoir qu'est-ce qui pourrait menacer votre réussite en affaires. Et ça va être, en fin de compte, la même réflexion que les faiblesses, à savoir comment est-ce que je peux pallier à ces menaces-là ou comment est-ce que je peux minimiser mes menaces afin que, justement, ça reste des menaces, mais que ça n'atteigne pas réellement mon entreprise. Donc, côté menaces, on va parler, par exemple, est-ce que on a des difficultés par rapport justement à l'économie dans votre région? Est-ce que le contenu web est quelque chose de plus difficile pour vous? Est-ce que la popularité de la massothérapie et le nombre élevé de massothérapeutes dans votre région peut être une menace? Bref, qu'est-ce qui fait que dans l'environnement autour de vous pourrait menacer la réussite de votre entreprise? C'est ce qui les menace. Donc, une fois que vous allez avoir complété ce cadran-là, que vous allez avoir listé vos différents points, vous allez avoir pris en compte l'étendue de tout ce que vous avez vu durant votre étude de marché et ça va venir vraiment englober tout ce que vous devez présenter potentiellement à un investisseur ou à un partenaire d'affaires. Deuxième étape. Donc, là, on a regardé les objectifs. Concrètement, qu'est-ce que c'était? Nos objectifs, c'était de développer par rapport aux clients, par rapport à la concurrence, par rapport aux tendances, à l'environnement externe, au marché directement.
Mais maintenant, on va se demander, mais cette réflexion-là, on doit l'appuyer sur des données. Qu'est-ce que c'est que des bonnes données, des données sur lesquelles on doit s'appuyer pour bâtir notre réflexion, pour faire nos recherches? Premier type de données qu'on va étudier vont être les données de type secondaire. Et qu'est-ce que c'est des données secondaires? Ce sont des informations, généralement statistiques, qui ont été publiées et recueillies pour un problème ou une situation autre que celle que fait l'objet de l'étude. Donc, ce sont des données qui ont déjà été recueillies et qui n'ont pas été recueillies nécessairement pour votre propre étude de marché. Donc, on va parler, par exemple, de tout ce qui est données de banques de données, de publications scientifiques ou de tout type de publications qui ont été faites, mais pas spécifiquement pour vous dans le cadre de votre étude de marché. Les avantages d'utiliser des données comme celle-là, c'est qu'elles sont faciles à répertorier, c'est facile, c'est simple, ça prend peu de temps d'accéder à ces données-là. Donc, aller sur le site de Statistique Canada, de piger dans les données, c'est simple, c'est facile, c'est gratuit. Et en plus de ça, ça vous donne accès à des données qui sont intègres quand, évidemment, elles proviennent de sources sûres. Donc, par exemple, encore une fois, si on va dans les grandes banques de données, vous avez des comités d'intégrité, vous avez des comités d'éthique de recherche qui ont été bâtis pour assurer le travail des statisticiens qui ont collecté ces données-là. Donc, vous pouvez certainement vous assurer de la qualité des données que vous allez aller chercher. Et finalement, ça vous donne aussi accès à des données rares. Parce que, bon, nécessairement, Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec ont plus de moyens de faire des recherches que nous, en tant qu'entrepreneurs, on peut en avoir. Donc, ça vous donne accès à des données que vous-même, vous ne seriez pas capable d'aller chercher à juste titre d'entrepreneur. Les limites, par contre, des données secondaires, c'est que ces données qui vont sûrement rester assez superficielles ou peu informatives parce que ce sont des données qui n'ont pas été récoltées spécifiquement pour vous. Donc, elles sont peut-être plus ou moins pertinentes ou du moins elles vont être assez générales sur le problème que vous tentez de résoudre. Un autre aspect, une autre limite, c'est aussi que ça se peut que certaines données soient complètement manquantes. Donc, il se peut que vous dressiez un premier portrait de données secondaires, mais qu'il y ait des variables, qu'il y ait des questions, que vous trouviez aucune réponse dans les banques de données, parce que ces données-là sont manquantes, sont trop spécifiques à votre propre problème que vous tentez de résoudre. Et évidemment, ça diminue la créativité ou du moins la marge de manœuvre parce que vous ne pouvez pas créer vos propres données, vous devez prendre ce qui est en ligne, vous devez prendre ce qui est sur les publications et ça s'arrête là. Donc, concrètement, des données secondaires, qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans le cadre de notre étude de marché? Ça va nous servir à développer un premier portrait, un portrait de fond, disons, de la problématique. Donc, que ce soit par rapport à l'étude de votre clientèle, à l'étude de votre concurrence ou à l'étude de l'environnement externe, les données secondaires, vous allez les utiliser pour faire un premier portrait. Quelles sont les tendances? Est-ce que les maux de dos de certains types de douleurs, est-ce que certains types de services sont en croissance dans la massothérapie au Québec, au Canada? C'est ça qu'on va aller chercher par les données secondaires. Ça va nous donner une toile de fond avec laquelle travailler. Donc ici, pas besoin de prendre tout ça en note. Si vous êtes en live avec nous, on va vous envoyer le PDF par la suite. Vous avez les liens directement insérés dans le PDF, mais on vous offre certaines banques de données, le lien vers certaines banques de données qui sont gratuites. Certaines offrent des services payants. Ce sont principalement des banques de données assez généralistes. Par contre, vous avez la banque de données du comité sectoriel de la main-d'œuvre des services de soins professionnels, qui est une banque de données qui se spécialise pour la massothérapie. Donc, prenez le temps d'aller voir ça. Prenez le temps aussi d'aller voir le Centre de recherche industrielle du Québec. Si vous faites affaire avec des fournisseurs de produits et de services en massothérapie, ça peut vous aider. Et aussi, un petit point sur les banques de données universitaires. Donc, si vous avez fait des techniques, si vous avez fait des DEC, si vous avez fait des certificats, des diplômes universitaires, prenez le temps de retourner dans les banques de données qui vous sont offertes, qui vous sont libres d'accès par ces institutions de formation-là. Il y a aussi de la donnée à aller chercher là. Donc, pour en revenir à nos moutons, quand on fait de la donnée secondaire, on tisse notre toile de fond, on regarde un petit peu quelles sont les grandes tendances, mais après ça, on passe aux données primaires. Les données primaires, qu'est-ce que c'est? Les informations, généralement statistiques, qui sont collectées pour la première fois dans une recherche en marketing. Donc, c'est les données que vous allez aller chercher concrètement terrain pour votre propre étude de marché, pour votre propre problème. Les avantages de tout ça,
mais c'est que c'est des données qui sont spécifiques à votre problème. Donc, si vous allez rencontrer un client cible, que vous lui demandez où est-ce que tu as mal, qu'est-ce que je peux faire pour toi, les données que vous allez en ressortir de ça vont être spécifiques à lui, à son problème, à la personne que vous voulez viser. Évidemment, l'information va être beaucoup plus pertinente pour l'ébauche de votre entreprise parce qu'elle va venir directement de vos clients cibles ou de vos fournisseurs cibles. Et à la fin du compte, vous allez avoir une plus grande créativité, une plus grande marge de manœuvre parce que c'est vous qui allez bâtir les questions, c'est vous qui allez bâtir les variables que vous voulez étudier. Et donc, bien nécessairement, vous pouvez ratisser beaucoup plus large ou beaucoup moins large selon vos besoins. Les limites par rapport à ça, bien nécessairement, c'est qu'elles sont coûteuses. Elles sont plus coûteuses en argent, mais elles sont aussi plus coûteuses en temps. Donc, si vous voulez faire de la recherche primaire, bien nécessairement, ça va vous demander de bâtir un questionnaire. Ça va vous demander d'aller rencontrer des gens dans la rue, d'aller rencontrer des gens dans les centres de santé, de bâtir un questionnaire en ligne, de le publiciser sur le web. Bref, ça demande du temps de faire de la recherche de données primaires, beaucoup plus que de faire de la recherche de données secondaires. Et finalement, bien nécessairement, l'intégrité des données est plus difficile à assurer parce que est-ce que votre échantillonnage va être acceptable? Est-ce que le type de question, est-ce que la rédaction des questions va être parfaite? Évidemment, non. Il va toujours avoir des failles, il va toujours avoir des erreurs. On est des entrepreneurs, on n'est pas des statisticiens. On n'a pas un comité de révision non plus qui travaille avec nous pour assurer la qualité de notre travail. Donc, c'est sûr que l'intégrité des données va être plus difficile à garder et c'est normal. Donc, à travers tout ça, c'est pour ça que j'ai dit on commence avec les données secondaires et après ça, on continue avec les données primaires. Donc, on dresse notre premier portrait et selon les informations qui ont besoin d'être approfondies, selon les thématiques qui n'ont pas été touchées encore et qu'on doit approfondir, on fait ça avec les données primaires. On spécifie les informations dont on a besoin avec des données primaires, mais on commence toujours à dresser le premier portrait avec des données secondaires, sinon c'est trop long, c'est trop cher de faire toute la job avec des données primaires. Côté données primaires, développer une éthique de recherche. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, sur ce point-là, on va en parler un petit peu de déontologie. Par contre, c'est le RMPQ qui est toujours là pour vous aider. Si vous avez des questions par rapport à l'intégrité, moi ici, tout ce que je vais vous dire, c'est simplement de prendre le temps de lire votre code de déontologie. J'ai relevé quelques articles qui peuvent s'appliquer dans le cadre de recherche, dans le cadre d'études de marché. Par contre, prenez le temps de lire l'intégrité du code de déontologie. C'est toujours ça qui s'applique. Et surtout, prenez le temps aussi de bien conserver les données que vous allez garder. Prenez le temps de développer l'éthique de travail tant dans le questionnaire que dans l'entrevue, que la manière que vous interagissez avec vos clients potentiels. Dès que vous évoluez en tant que membre du RMPQ, vous devez vous conformer à votre code de déontologie. C'était mon point sur cette diapositive. Ensuite de ça, réaliser un bon questionnaire. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'éthique de la recherche. Qu'est-ce qu'un bon questionnaire? Et par questionnaire, je veux dire, comment est-ce qu'on pose des bonnes questions? Parce que ce soit un questionnaire en ligne, que ce soit un questionnaire que vous allez passer de papier à des personnes, que ce soit des gens que vous allez rencontrer sur la rue, des entrevues, des focus groups, peu importe ce que vous allez faire, vous allez, à un moment ou à un autre, poser des questions. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour développer une stratégie, disons, pour développer un questionnaire, développer nos questions? Premièrement, on définit nos objectifs de questionnaire. Donc, comme on l'a fait pour l'étude de marché, on définit qu'est-ce qu'on veut apprendre, qu'est-ce qu'on veut cibler dans nos différents questionnaires, dans nos différentes démarches de recherche de données primaires. Ensuite de ça, on cerne les différentes informations qu'on veut aller chercher précisément. Donc, dans vos objectifs que vous allez avoir définis, c'est quoi les variables derrière ça? C'est quoi concrètement là, les éléments là, que vous voulez avoir l'information par rapport à ça? Et ensuite, on ordonne ça. Donc, est-ce que vous avez besoin de faire un seul questionnaire? Est-ce que vous avez besoin de faire 2 questionnaires? Avez-vous besoin de faire un questionnaire général et certaines entrevues pour approfondir certaines questions, certaines pistes de réflexion? C'est là qu'on va ordonner tout ça, qu'on va se donner une stratégie de questionnement. Finalement, on rédige nos questions d'une manière adéquate. Pour ça, je vous ai mis des ressources à droite dans la colonne de droite. Je vous ai mis entre autres des ressources du gouvernement pour comprendre comment est-ce qu'on dresse un questionnaire, mais aussi quels sont les différents types de questions d'enquête qu'on peut utiliser pour questionner nos clients cibles. Et finalement, je vous invite toujours à développer une courte introduction et une courte conclusion à votre questionnaire.
Donc, que ce soit un questionnaire écrit ou un questionnaire que vous allez faire comme une entrevue en parole en personne, dans l'introduction, c'est important, premièrement, de vous présenter, de présenter à quoi vont servir ces données-là que le participant va vous donner. Parce que ça se peut que les participants soient amenés à vous donner des données qui sont confidentielles, des données qui traitent de sa vie privée. Donc, concrètement, comment est-ce que vous allez conserver ces données-là? Et surtout, de parler de votre code de déontologie, de parler que vous allez avoir une éthique de recherche, de conservation des données, de traitement des données et une éthique aussi d'interaction avec le client. C'est important de le préciser dans l'introduction. Et finalement, dans la conclusion, bien évidemment, on remercie toujours nos participants à la suite du questionnaire ou de l'entrevue. Et aussi, c'est important de déjà penser à commencer à faire quelques démarches et potentiellement de créer une première page Facebook ou un premier site web, de donner une carte d'affaires. Bref, c'est important à la conclusion déjà de faire un peu de démarchage et de commencer nos stratégies de vente. Donc, on fait un petit lien. Si vous avez de l'intérêt encore pour mon projet, suivez-moi à tel endroit. Finalement, un petit commentaire, un petit conseil. N'oubliez pas de tester votre questionnaire ou votre entrevue avant de le publier. Donc, testez vos questions à savoir, oui, s'il y a des erreurs d'orthographe, mais aussi à savoir, est-ce que la question est claire? Est-ce que les gens qui ne connaissent rien en massothérapie, ont compris qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce qu'ils sont capables de me donner les informations que je demande? Donc, ça, c'est comment on réalise un bon questionnaire ou une bonne entrevue ou tout type de questionnement auprès d'un public cible. Troisième étape, on va parler de positionnement stratégique. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est un positionnement stratégique? C'est la conclusion de votre étude de marché. Donc, votre étude de marché vous amène à vous positionner stratégiquement sur le marché que vous désirez. Donc, actuellement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une étude de la clientèle cible, on a fait une étude de la concurrence, on a fait une étude de l'environnement externe en s'appuyant sur des données secondaires et primaires qui nous ont permis, à la fin du compte, de synthétiser notre réflexion au sein de personnel marketing, au sein de fiches d'analyse de la concurrence et au sein d'une analyse FFOM. À travers tout ça, vous allez avoir amélioré la compréhension de votre marché. Vous allez être capable de définir qui fait quoi, qui a sa stratégie, qui vise tel marché, quelles sont les tendances que moi je vais saisir, quelles sont les tendances desquelles je dois me protéger, quels sont les aspects qui vont favoriser ma croissance et ceux qui pourraient nuire à ma croissance. Bref, vous allez comprendre davantage qu'est-ce qui se passe autour de vous. Et là, vous allez être capable de dire, bien, voici moi qui je vais être à travers tout ce marché-là, à travers cet océan-là, voici moi qui je vais devenir, qu'est-ce que mon entreprise va devenir. Et ça, c'est le positionnement stratégique. Et à partir du moment où on a réussi à définir un positionnement stratégique, c'est là qu'on va venir définir nos objectifs d'entreprise, c'est là qu'on va venir élaborer nos stratégies d'affaires, qu'on va embarquer finalement dans le canevas du plan d'affaires, du modèle d'affaires, qu'on va embarquer dans le plan marketing, dans la planification stratégique, dans le plan d'affaires. Bref, c'est à partir du moment où on a un positionnement qu'on est capable de développer son entreprise pour de bon, avec une bonne compréhension de son marché. Et finalement, on se laisse là-dessus. Comment est-ce qu'on teste un positionnement stratégique? Parce que la réalité, c'est que vous allez faire une première version de votre étude de marché. Vous allez donc arriver avec une première version de votre positionnement stratégique. Par contre, essayez après ça de le tester. Donc, avant de développer tout de suite vos stratégies d'affaires, ouvrez une première page Facebook ou essayez de développer un premier blog et essayez de voir si vos stratégies de contenu, votre positionnement stratégique est effectivement ce que votre clientèle veut, effectivement ce que votre clientèle recherche. Donc, on développe un peu de contenu, on parle à des gens, on va rencontrer, on va réseauter et on trouve qu'est-ce qui fonctionne pas, on revient, on retravaille et c'est une boucle continue qui va vous permettre à un moment donné de développer un positionnement qui va être efficace, qui va être cohérent et à la suite de ça, on commence à développer notre entreprise. Donc, c'est important quand on est en étude de marché, oui, de rester derrière son bureau, de choisir les bonnes statistiques, mais les statistiques vont toujours rester des statistiques. Donc, c'est important aussi de rentrer dans la pratique et de se développer et d'essayer de faire des erreurs, d'apprendre et de revenir, de spécifier nos recherches et de repartir dans la pratique. C'est là-dessus qu'on va se laisser. Donc, Patricia, je te redonne la parole pour la période de questions.
Donc, merci Caroline pour la belle présentation. Certains là m'ont mentionné le fait qu'il y avait quelques petits bugs là au niveau du son. On a remarqué un peu le problème. Malheureusement, il n'y avait pas de moyen de arranger le tout sans interrompre finalement le webinaire. Donc, on s'excuse du petit désagrément. Je pense que tout de même, le son a été assez bien généralement. On entendait quand même bien la présentation. Donc, s'il y en a qui ont des questions, donc je vous invite à poser vos questions directement dans la boîte appropriée, que ce soit des questions sur un sujet X durant la présentation, si c'est une question connexe. Caroline est là pour les répondre dans les 15 prochaines minutes. Donc, je vais attendre un peu vos questions. En attendant, je pense que je vais lancer une première question à Caroline afin de poursuivre un petit peu avec plus d'informations. Donc, là, on a comme toute la théorie de l'étude de marché. Maintenant, mettons qu'on trouve toutes nos données, on met ça comment en papier? Comment on fait pour mettre tout ça sur papier? Est-ce qu'il y a des formats? Est-ce qu'il y a une façon de faire bien précise qu'on doit suivre? Est-ce qu'on y va un peu par nous-mêmes? Comment on fait pour finalement, c'est ça, mettre en forme l'étude de marché? En fait, une étude de marché, le format que ça prend en tant que tel peut être assez variable. Donc, l'étude de marché va faire partie, pour ceux qui vont faire un plan d'affaires, va faire partie du plan d'affaires. Ça va être une section de votre plan d'affaires. Après coup, le format, le modèle, moi, je conseille toujours le modèle qui est disponible sur le site web de la BDC, donc bdc.ca. C'est un modèle d'étude de marché qui vous est offert gratuitement, que vous pouvez télécharger sous format Word, qui comprend l'étude de marché et le plan marketing. Donc, je suis aucunement affiliée. Tout ce que je dis, c'est que c'est vraiment de la belle qualité de plan qui vous est offert gratuitement. Et malheureusement, il n'y a pas de plan ou de planification linéaire qu'on peut faire dans la rédaction d'une étude de marché. Vous avez vos réflexions, vous présentez vos réflexions. Après coup, si vous faites affaire avec un organisme de développement qui travaille avec un certain modèle, vous allez pouvoir le rédiger selon leur modèle. Après coup, c'est juste la présentation en tant que telle qui vient changer. C'est plutôt la réflexion qui est à l'intérieur qui est importante. Mais pour ceux qui cherchent vraiment un guide dans le formatage, ça va. Je vous conseille le guide qui est disponible sur le site web de la bdc.ca. Parfait, merci beaucoup. On a une question qui nous vient des participants. Est-ce qu'il y a un endroit sur Internet ou peu importe où on peut trouver un exemple de FFOM? Donc, qui nous donnerait comme peut-être un exemple concret là, de ce qu'on retrouve dans le fond dans les forces et faiblesses, les opportunités et les menaces. La réponse à ça, c'est qu'il y en a partout. Donc, tapez analyse FFOM massothérapie, vous allez en trouver sur Google Images, vous allez trouver des articles de blog, des guides sur Google qui vont être gratuits, qui vont vraiment vous aider, qui vont vraiment vous éclairer. C'est pour ça qu'on n'a pas passé tant de temps que ça là-dessus sur le webinaire, parce qu'il y en a tellement sur le web. Vous allez pouvoir trouver beaucoup d'idées. Et même, je vous dirais, n'allez pas seulement dans les exemples liés à la massothérapie, allez aussi dans les autres thématiques, dans les autres domaines. Ça va vous donner beaucoup d'idées aussi par rapport aux différents éléments que vous pouvez évaluer. Donc, il y en a beaucoup. Il n'y a pas un site web en particulier. Il y en a tellement, c'est certain que vous allez en trouver. Et pour le public anglophone, la traduction de l'analyse FFOM, c'est l'analyse SWOT. Donc, S-W-O-T, pardon. Donc, si ceux qui sont anglophones ou qui préfèrent aller voir des exemples en anglais, ça peut être une analyse aussi S-W-O-T. Génial, merci. On a une autre question. En fait, si on a, par exemple, dans son entreprise, différents segments de marché, est-ce qu'on fait une analyse ou une étude de marché pour chacun des segments? Comment ça fonctionne dans ce cas-là, si on veut faire une étude de marché qui représente, en fait? Donc, si on veut faire une étude de marché qui représente une entreprise qui a beaucoup de segments, évidemment, si vos segments sont très, très, très différents les uns des autres, donc ils n'ont pas de problématiques communes. Je pense entre autres, par exemple, à une entreprise qui va faire du service aux entreprises et du service aux particuliers complètement disparates un de l'autre. Oui, on va devoir faire deux études de marché ou du moins vous allez pouvoir reprendre des informations de l'une et de l'autre, mais vous allez faire deux analyses de public cible différentes parce que votre public est complètement différent l'un de l'autre.
Par contre, si vous avez des segments de marché qui sont différents, mais par contre qui se regroupent tous par rapport à une problématique ou à un environnement. Donc, je reprends par exemple mon exemple de Anita, mon personnage sim qui était une maman, une femme enceinte. Bien, c'est évidemment si votre segment de marché 1, c'est la femme enceinte, votre segment de marché 2, c'est la massothérapie auprès des nourrissons, des jeunes enfants, et votre segment 3, c'est la massothérapie familiale. Il n'y a pas nécessairement besoin de faire 3 études de marché. Tout peut se regrouper au sein d'une même problématique ou d'un même environnement, d'un même contexte. Donc, dans ce cas-là, on n'en fait qu'une. Génial. Et est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il y existe des compagnies peut-être qui peuvent nous aider à faire une étude de marché? Disons que ça nous intéresse, mais que bon, on pense que par nous-mêmes, on aimerait savoir un appui ou une aide. Est-ce qu'il y a des organismes ou des compagnies qui peuvent nous soutenir dans une étude de marché? Ben nous, nécessairement, à l'Institut Cara, on est là pour ça. Fait que venez nous écrire, on fait ça. Mais sinon, si vous voulez avoir accès à des organismes ou à des gens qui peuvent vous aider à le faire de manière gratuite, il y a toujours les centres de développement locaux, il y a toujours les organismes qui font de l'aide en entrepreneuriat, donc les CAE qui s'appellent les centres d'aide aux entreprises. Bref, il existe des fondations, des organismes qui peuvent aider les entrepreneurs dans leur plan d'affaires et donc nécessairement dans l'étude de marché. Génial. Disons qu'on prend l'exemple d'une entreprise qui a peut-être mal démarré ou que, bon, fait plusieurs années que l'entreprise est partie et elle aimerait effectivement redresser la situation. Est-ce que cette entreprise-là, dans le fond, devrait reprendre, refaire ses devoirs, repartir une étude de marché? Est-ce que c'est pertinent finalement pour essayer, disons, d'améliorer la situation? Pour mieux répondre, dans le fond, aux demandes là, qui sont présentes dans son entreprise. La réponse est oui, 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 oui et encore oui. L'étude de marché, en fin de compte, va vous permettre, peu importe que vous soyez un entrepreneur, que vous vouliez vous partir en affaires ou que vous soyez une grosse entreprise avec 500 employés, l'étude de marché est toujours utile pour comprendre l'environnement dans lequel vous évoluez. Donc, peut-être est-ce que c'est pas nécessaire pour vous de faire une étude de marché complète. Par contre, si vous dites que l'entreprise est assez lente dans son développement, ça fonctionne pas très bien, peut-être que oui, effectivement, de faire une analyse complète va vous aider vraiment à comprendre mais qu'est-ce qu'on fait de pas correct, puis qu'est-ce qu'on doit changer. Et pour ça, je vous conseillerais que oui. Par contre, peut-être que si vous êtes déjà en affaires, vous n'avez pas besoin non plus de passer le temps de développer une analyse complète. Peut-être que c'est juste de prendre un peu de temps pour aller rencontrer des clients, pour faire un petit peu de remue-ménage. C'est peut-être pas nécessaire de faire tout le développement nécessaire si ça va bien, mais que vous cherchez simplement une niche ou une spécialisation. Par contre, si on parle de redressement d'entreprise, si on parle de retravailler des stratégies d'affaires dans leur globalité, oui, on parle de refaire une étude de marché. Et je vous conseille vraiment, vraiment de le faire. C'est le meilleur outil que vous pouvez avoir pour redresser une entreprise. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris la fin de la question, là, parce que notre son semble avoir quelques problématiques aujourd'hui, donc, la question était en fait de voir une entreprise qui fonctionne moins bien ou bon, pour quelconque raison a des problèmes. Est-ce qu'une étude de marché serait appropriée pour aider à refaire ses devoirs ou redresser la situation? Et évidemment, c'est sûr qu'une entreprise va devoir se tenir à jour, considérant que, bon, évidemment, la massothérapie peut évoluer au Québec. Donc, des fois, effectivement, il y a certaines choses qui, des fois, peut-être de faire une étude de marché, juste réanalyser si on est toujours dans le bon segment, est-ce qu'on est toujours à la bonne place, ça peut être quelque chose qui est pertinent, effectivement. Pour ceux qui se posent la question, pour le PDF qui a été présenté, les diapositives qui ont été présentées durant le webinaire, vous allez les recevoir. Donc, pour ce qui est des sources qui étaient nommées durant le PDF et tout exactement. Donc là, j'ai une question qui est un petit peu plus précise. On va voir si Caroline peut peut-être nous répondre. Mais en fait, quelqu'un se demande, est-ce qu'il existe vraiment des statistiques sur la massothérapie dans les trucs comme Statistique Canada, Statistique Québec? On sait que des fois, c'est peut-être un domaine qui est moins peut-être analysé par les grands centres de recherche ou de statistiques. Donc, est-ce que c'est des informations qu'on peut retrouver sur ces sites web-là?
dans les grandes banques de données, donc je parle entre autres de Statistique Canada, l'Institut de la statistique du Québec, ça va être plus difficile de trouver des données en lien avec la massothérapie. Par contre, c'est possible d'en trouver. Par contre, ça va être beaucoup plus, on va chercher beaucoup plus des données en lien avec les soins personnels, avec tout ce qui est en lien avec le soin de la santé qui va pouvoir vous aider dans ces grandes banques de données-là. Une des raisons pourquoi c'est plus difficile d'avoir du moins d'avoir des données pertinentes spécifiques à la massothérapie, c'est que la massothérapie, c'est large. Donc, c'est un domaine qui est très, très large et c'est dur de donner des limites, de donner des frontières à la massothérapie, tant au Québec qu'au Canada. Et donc, c'est pour ça que moi, je vous dirais, oui, vous pouvez en trouver, il n'y en a pas beaucoup, c'est la réalité de la chose et c'est pourquoi les données primaires sont là pour vous aider. Mais prenez le temps de chercher, vous allez en trouver et potentiellement aussi que les données, comme je disais, en lien avec les soins personnels, vont probablement vous aider, vont probablement vous en dire très long sur le sujet, assez pour ce que vous avez besoin de faire. Et si vraiment il y a des questionnements, ben là, ça va être justement les données primaires qui vont vous aider. Donc, justement, pour ceux qui se demandent, bon, est-ce qu'il y a en plus des données sur, par exemple, la massothérapie spécialisée dans un domaine? C'est sûr que, bon, si on a plus de misère à avoir des données sur la massothérapie de façon large, le spécifique va peut-être être un petit peu plus difficile à aller chercher. C'est sûr que si on prend la massothérapie spécialisée sportive ou, bon, l'univers de la femme enceinte, peu importe, c'est sûr que d'aller chercher des données primaires, donc de nous-mêmes peut-être se casser un peu la tête pour aller chercher les informations, aller voir c'est qui nos concurrents, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font de moins bien, comment nous, on peut se démarquer de ces gens-là. Peut-être que ça peut aider aussi, ou des fois peut-être aller voir peut-être un massothérapeute ou un thérapeute qui se trouve dans une autre région, donc à qui on fera peut-être pas concurrence, qui sera peut-être prêt à nous donner des indices, nous donner comme, en fait, nous créer comme un mentor qui soit d'une autre région, comme ça la personne peut peut-être ne pas avoir peur de la concurrence, de créer quelqu'un qui va venir gruger un peu son marché, mais d'aller chercher des gens qui peut-être ça fait, je sais pas, on voit une entreprise en massothérapie spécialisée qui est dans une autre région loin de nous, qui dessert pas du tout notre marché ou du moins notre environnement. Peut-être que cette personne-là, effectivement, va pouvoir nous donner des ressources, savoir comment elle a fait, comment elle a fait pour développer, est-ce qu'elle est chercher, c'est quoi un peu sa clientèle cible, c'est quoi leurs besoins, etc. Donc, des fois, faut comme peut-être un peu oser, des fois, aller vers nos pairs pour avoir un petit peu plus d'informations et aller chercher nos données primaires de cette façon-là. Donc, l'entraide entre collègues de massothérapie, ça peut aussi être une très belle façon d'aller chercher nos données. Donc, il nous reste quelques minutes. Je vais prendre encore quelques questions si jamais vous en avez. Autrement, je vais, dans mon cas, poser une petite question à Caroline. Bon, au premier webinaire, on a parlé du plan marketing, là, on a parlé de l'étude de marché, on a dit l'étude de marché vient avant le plan marketing. Est-ce que, par exemple, est-ce que c'est vraiment linéaire? Est-ce qu'on vraiment on fait une étude de marché? Il faut qu'on ait fini l'étude de marché avant même de commencer un peu à notre plan marketing? Est-ce qu'on va avoir une page Facebook? Est-ce qu'on va avoir un site web? Ou est-ce qu'on peut peut-être faire les choses un peu en même temps ou du moins c'est ça, on fait de façon un peu parallèle. Parfait. En fin de compte, l'entrepreneuriat, s'il y a une seule chose que vous devez retenir de ce webinaire-là, l'entrepreneuriat, on l'enseigne souvent d'une manière linéaire, mais il n'y a rien de linéaire dans l'entrepreneuriat. Donc, l'entrepreneuriat, c'est de se cogner les orteils, de revenir, d'essayer de comprendre pourquoi on s'est cogné les orteils, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de commencer avec une étude de marché. Donc, pour ceux qui veulent vraiment se lancer, qui partent avec une feuille blanche, commencez à fixer vos objectifs, faites une première vision, du moins un premier jet de votre étude de marché. Par contre, après ça, il vous faut tester, comme tantôt je parlais de positionnement stratégique, il vous faut tester tout ça. Donc, évidemment, on se crée une première page Facebook, on va essayer de créer peut-être un premier prototype de site web avec des articles de blog, ou si vous voulez vous déplacer, commencez à vous déplacer chez quelques clients, bref, commencez déjà tout de suite à rentrer dans la pratique au fur et à mesure que vous développez votre étude de marché. Et par la pratique, vous allez apprendre des choses. Les gens vont vous dire, oui, mais avais-tu considéré ça? Avais-tu pensé à ça? Et là, vous pouvez revenir à votre étude de marché, spécifier ça avec des données, pousser votre réflexion sur le sujet. Bref, c'est toujours une boucle d'amélioration continue, l'entrepreneuriat. Et donc, nécessairement, oui, on peut commencer notre plan marketing en même temps qu'on notre étude de marché. Donc, commencez avec une première version, mais après ça, continuez aussi avec
oui, à spécifier votre étude de marché, mais aussi commencer une première version de votre plan marketing. Donc, nécessairement, ça ne changera pas du tout au tout. Oui, ça va changer, il va y avoir des améliorations au fil du temps, mais commencez déjà à faire des démarches, commencez déjà à faire un plan marketing, même si votre étude de marché n'est pas complètement finalisée, même si vous avez encore beaucoup de travail à faire dedans, commencez tout de suite à vous mettre en pratique. Ça va être beaucoup moins difficile aussi plus tard de vous lancer. Donc, c'est pas mal, je pense, qui va conclure notre webinaire. Bon, j'ai peut-être une petite dernière question. On peut peut-être faire un petit extra. Donc, on aurait, si on veut, quel serait, Caroline, ton meilleur conseil pour un masso ou pour un entrepreneur qui se part en entrepreneuriat? Ce serait quoi le conseil là, général, en fait, le plus grand des conseils qu'on pourrait donner? Ayez pas peur de vous tromper. Ayez pas peur de faire des erreurs. Ayez pas peur d'essayer. Ayez pas peur de cogner aux portes et de parler de vos produits, de vos idées. Puis s'il y a des gens qui ne comprennent pas, il y a des gens qui vous disent non, prenez le temps, évidemment, de vous questionner à savoir pourquoi est-ce que ces gens-là m'ont dit non. Est-ce que j'ai quelque chose, un apprentissage à retirer de ça? Mais ayez pas peur de vous faire dire non, de vous faire dire je comprends pas. Essayez vraiment, pousser, tenter de comprendre vos idées, de développer une première démarche. Si ça marche pas, on déchire, on recommence. L'entrepreneuriat, ça prend du temps, mais il faut pas avoir peur d'investir du temps. Il faut pas avoir peur de faire des erreurs parce que c'est en faisant ces erreurs-là que vous allez apprendre, que vous allez définir un peu plus qu'est-ce que vous voulez faire. Et c'est la base même de l'entrepreneuriat. Vous êtes autonome, vous devez apprendre. Donc, nécessairement, faut accepter de se cogner les orteils de temps en temps. Puis c'est ça qui nous fait apprendre. Donc, ce serait mon conseil. Ouais, je te remercie, Caroline, pour ton temps, pour cette belle présentation. Je crois que les gens ont vraiment beaucoup apprécié le webinaire, donc toutes les informations que tu nous as partagées aujourd'hui. Donc, pour ceux qui sont encore présents, il va y avoir un petit questionnaire sondage de participation à la suite de ce webinaire. Donc, on apprécie beaucoup que vous preniez ne serait-ce que 2-3 minutes pour y répondre. Sinon, vous allez recevoir dans les prochains jours un courriel de suivi avec les informations pour le webinaire en différé ainsi que le PDF de la présentation et le journal de l'apprentissage pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le télécharger via la plateforme. Donc, je vous souhaite une excellente journée à tous.